nouvelle vidéo, un nouveau bilan lecture, celui du mois de juin. Et oui, on est déjà mi-août et je ne voulais toujours pas tourner, c'est une catastrophe. Je cumule les retards, on est d'accord là-dessus, je ne changerai pas. Là, les retards sont assez énormes parce que effectivement, j'ai pas spécifiquement eu le temps de vous tourner des vidéos ces dernières semaines. En plus, il a fait extrêmement chaud, donc évidemment, quand il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de se mettre devant la caméra. J'ai pas eu envie non plus que ça, j'avais beaucoup trop chaud et clairement, il y avait des jours où j'aurais peut-être pu vous en tourner ne serait-ce qu'une petite vidéo, mais absolument aucun courage parce que beaucoup trop chaud et parce que j'avais pas le temps, je courais un petit peu partout. C'était assez problématique ces dernières semaines. Mais là, ça y est, j'ai un peu plus de temps. On est donc lundi 15 août. Et enfin, aujourd'hui, je trouve le temps de vous tourner une ou deux vidéos. Sachant que même si je ne vous tournais pas de vidéos facecam, j'avais tourné deux vlogs. Sur les deux vlogs, le premier vlog, la moitié des rushs ont disparu. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. J'avais prévu de vous tourner plusieurs vlogs pour l'été et au final, pour l'instant, sur tous les vlogs que j'ai tournés, donc j'en ai tourné que deux, et il y en a un qui est à moitié mort et que du coup je ne vous montrerai pas. Je ne retrouve pas les rushs, que ce soit sur mon téléphone portable ou sur mon cloud. Je sais pas ce que j'en ai fait, pourtant je sais que je les ai tournés, mais je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc vous aurez pour l'instant un seul vlog que je ne sais pas du tout quand est-ce que vous l'aurez. J'ai l'intention de tourner d'autres vlogs, hein. Voilà, jusqu'à la fin de mes vacances, donc jusqu'à fin septembre ou mi-septembre au moins. On verra si je peux tourner des vlogs jusqu'à fin septembre, je vous garantis pas, mais on verra, on va essayer. Bref, du coup on se retrouve pour ce bilan du mois de juin très en retard. Un bilan du mois de juin qui est petit encore puisque je n'ai lu que 5 romans, mais qui paradoxalement pour moi était un bon mois parce que le mois de juin a été un mois où je trouvais des lectures assez facilement au final. Et des lectures que je terminais et qui me plaisaient bien. Enfin, c'était des lectures faciles en même temps, la plupart. C'était des lectures dont j'étais certaine qu'il me plairait et que je prendrais vraiment plaisir à lire, des lectures doudou, hein, ça a été surtout. Pas toutes, il y en a une ou deux où je craignais un petit peu et finalement ça a été de très bonnes surprises. Mais voilà, le mois de juin n'a pas été un mois très conséquent niveau lecture parce que pareil, hein, voilà, la vie fait que je n'ai plus autant de temps de lire que quand j'ai commencé cette chaîne. Mais pour moi, ça a été un bon mois au niveau satisfaction en fait. Ça a été un bon mois au niveau lecture et contenu. Donc voilà, je suis satisfaite du mois de juin. Donc comme je vous disais, j'ai lu 5 romans et je vais vous les présenter un peu dans le désordre puisque je ne sais plus lequel j'ai lu en premier au mois de juin et lequel j'ai lu en dernier. Je commence du coup par le 3e tome de Alpha et Omega, donc jeu de piste de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Encore une fois, vous connaissez mon amour de cette autrice. Ce tome 3 est également une relecture. C'est le dernier tome que j'avais déjà lu à la base pour cette saga. Les autres tomes, je ne les ai pas encore lus puisque au moment où j'avais lu cette saga, il n'y avait que 3 tomes qui étaient sortis et je pensais que ça se terminait sur 3 tomes. Donc là, il y aura même 6 tomes qui sont sortis, donc j'ai un petit peu plus de marge. Et d'ailleurs, je suis très contente qu'il y ait d'autres tomes qui sont sortis. Mais bref, pour rappel, celui-ci est une relecture. En même temps, je ne vais pas être très partiale. Très impartial pardon, pour ce texte puisque de toute façon j'aime les histoires de Patricia Briggs. En général je ne suis pas déçue même si certains n'ont peut-être pas forcément pour moi la même saveur que d'autres, mais dans l'ensemble j'aime les univers qu'elle crée, j'aime les personnages qu'elle crée. Elle a une plume extrêmement immersive, c'est facile de plonger dans le texte, elle a une plume très fluide et les personnages sont toujours très attachants. Donc pour moi, c'est du pain béni. Le tome 3 a encore été une fois une super bonne lecture que j'ai bouffée. Donc ici, pour rappel, on est dans le spin-off de Mercy Thompson. Pour rappel, Mercy Thompson est une coyote garou qui a été élevée par la meute du Maroc. Donc la meute du Maroc, si vous voulez, c'est la Big Meute. Le Maroc est le big chef des loups-garous de l'Amérique du Nord. Ce qui fait que il considère Mercy un petit peu comme sa fille. Le Maroc a 2 fils. Il a Samuel qu'on va rencontrer quand même pas mal dans les premiers tomes de Mercy Thompson et Charles que finalement on ne voit que très peu dans la saga principale. Et donc ici il est plus ou moins mis à l'honneur quand même puisque c'est l'un des personnages principaux. Et Charles, pour rappel, dans le premier tome rencontre Anna et épouse Anna et on suit leurs aventures depuis le premier tome, donc en tant que couple dans cet univers de loup-garou, de Fahri et tout ça.
Donc dans ce troisième tome, parallèlement donc à la saga de Mercy Thompson, il y a eu beaucoup de chamboulements dans le monde politique humain et dans le monde politique, on va dire, de féerie, de créatures fantastiques, de créatures qui se cachaient avant. Voilà, il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui ont changé, et donc évidemment la politique des loups-garous a également un peu changé, et ils sont 2 fois plus stricts actuellement qu'ils ne l'étaient avant. Certaines choses étaient, on va dire, on laissait passer certaines choses autrefois. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre parce qu'il faut quand même qu'il donne une bonne image à l'humanité pour éviter de se faire traquer. Donc le Maroc ne pardonne plus rien, et évidemment Charles a 2 fois plus de boulot qui s'apparente à celui de bourreau, ce qui fait qu'actuellement dans ce tome-là, il le vit vraiment très mal. Et évidemment sa femme le voit, on parle au Big Chef, et même si le Big Chef n'est pas content parce qu'il pense que son fils est beaucoup plus fort que ça, va quand même écouter Anna, et pour une fois, au lieu de les envoyer exécuter un loup qui aurait dépassé les bornes, ils vont l'envoyer aider le FBI à sauver les gens, si vous voulez, et à arrêter un criminel. Je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. J'ai beaucoup aimé ce tome-là parce que c'est un peu un tome charnière, c'est un peu un tome transition, parce qu'il y a énormément de changements au niveau politique, au niveau organisation et au niveau fonctionnement du monde dans lequel tout le monde évolue, puisqu'il y a des découvertes, évidemment, on découvre les faées, on découvre les loups-garous, voilà, et en plus il s'est passé des choses dans le tome 2 qui font que ça se passe pas très bien entre les humains et les faées. Voilà, il y a beaucoup de changements, donc il faut vraiment que tout le monde s'adapte à ces changements. C'est pas facile, c'est ni facile pour les humains, ni facile pour les loups-garous et les failles et tout ce que vous voulez. Sauf que malheureusement, comme Charles vit très mal ces changements, puisqu'en plus de ça, il a un travail concernant son travail de bourreau beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué pour lui au niveau émotionnel et culpabilité. Et donc évidemment, ça va s'en ressentir avec la relation avec sa femme. Et sa femme qui essaie désespérément de l'aider, tout en menant l'enquête concernant donc ces étranges disparitions, ces étranges cadavres qui sont voilà, apparus partout, on ne sait pas trop c'est qui. Et voilà, c'est ça vraiment le moment charnière, je pense. C'est vraiment ce changement au niveau du couple. Est-ce qu'ils vont passer le cap de cette relation avec les difficultés qu'il y a ou pas? Et à côté, on a cette intrigue qui est extrêmement bien foutue encore. On a vraiment cette espèce d'effet polar un petit peu qui nous laisse peu de temps de nous ennuyer. C'est un petit peu long à démarrer au départ, mais c'est habituel de Patricia Briggs, puisqu'elle va quand même prendre un petit peu de temps, pas trop, hein, ne vous inquiétez pas, pour poser l'intrigue du tome. Et pour évidemment poser l'intrigue qui est plus globale à cette saga, et évidemment il faut que ça corresponde à la saga de Mercy Thompson, hein, clairement, puisque c'est dans le même espace-temps. Donc voilà, elle prend un petit peu de temps, mais à part ça, ça passe tout seul, c'est trop bon, et j'ai encore une fois pris mon pied. Ensuite, j'ai lu Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brahe, publié aux éditions Pocket. Celui-ci, j'ai mis du temps à le sortir parce que j'en ai entendu que du bien, et en même temps, j'étais un peu effrayée à l'idée de ne pas aimer, puisque j'en attendais peut-être beaucoup. Finalement, c'était pas mal. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était waouh, super cool, super génial. C'est un petit roman jeunesse qui est vraiment très agréable. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va très vite. J'ai passé un très bon moment. C'était un très bon roman, hein. Je vous dis pas qu'il était nul. Il était très bon, mais pour moi ça n'a pas du tout été un coup de cœur, même si ça a été un très bon roman. Donc ici, pour rappel, on suit un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus, Romain, qui vit à Paris, donc on est en fin 19e siècle, et en gros, le clerc, donc c'est... Aujourd'hui, Paris est gouverné par l'Église, et l'Église décide que les gens qui ne sont pas dans leurs normes sont des parias, ce sont des gens qui n'ont pas été choisis par Dieu, ce sont des gens qui iront en enfer, donc on les expatrie sur une petite île au milieu de la Seine, qui s'appelle la Cour des Miracles. Donc quand je parle des gens qui ne sont pas dans la norme, je parle des gens malades, je parle des gens estropiés, je parle des gens obèses, par exemple. Il suffit que vous ayez une petite tache de vin un petit peu grosse sur le visage, vous n'êtes pas normal, vous dégagez. Vous êtes un soldat qui avait perdu un membre, vous n'êtes pas normal, vous dégagez. Vous avez une maladie chronique, vous dégagez. Vous avez un bec de lièvre, vous dégagez.
vous êtes homosexuel, vous dégagez, vous êtes simplement ouvert d'esprit, vous dégagez. Tout est prétexte à les envoyer là-bas et à les laisser crever de faim. Et donc Romain, lui, se sent complètement étriqué dans sa peau. Sa mère est une femme extrêmement stricte avec lui, avec sa petite sœur. Il a l'impression de ne pas se sentir écouté par son père qui est également policier. Et donc lui, tous les soirs, il fuit sa chambre pour aller observer les gens de la cour des miracles parce que malgré la misère, ces gens-là sont vivants, ils vivent, ils dansent, ils s'amusent, ils essaient de survivre, mais en même temps, ils acceptent tout le monde, ils sont acceptés par tout le monde. Et un jour, Romain va tomber sur un morceau de papier qui dit que les membres, enfin tous les gens de la cour des miracles doivent être abattus parce que ce sont des gens qui ne méritent absolument pas de vivre. Et pour Romain, alors à ce moment-là, son monde s'effondre. Il est hors de question que ces gens meurent alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Et du coup, va s'en suivre une course-poursuite, une course contre la montre plutôt, pour essayer de sauver les personnes de la cour des miracles. Franchement, ça a été une super aventure. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Romain est extrêmement touchant parce que c'est un jeune homme de 15 ans qui se cherche désespérément, qui se sent terriblement seul, qui se sent terriblement peu écouté par sa famille et pourtant il va lui arriver tout un tas de choses absolument positives avec ce qui va lui arriver et dans son malheur il va y arriver des choses positives et c'est un jeune homme assez courageux et c'est également un jeune homme qui ne se plaint pas si vous voulez, il le dit. Je me sens terriblement seule et surtout, je me sens terriblement enfermée dans une cage. Moi, ce que j'apprécie, vous qui êtes pourtant considérés comme des parias, vous êtes bien plus libres que je ne le suis moi. Voilà. Mais pourtant, il ne se plaint pas, il continue d'avancer, il continue d'essayer. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Il va rencontrer d'autres personnages dans la cour des miracles. Il y a également son meilleur ami qui est un peu le seul qui ne va pas... le juger, voilà, il va lui raconter et finalement ce meilleur ami va le suivre dans son aventure, va l'aider et d'autres personnes vont également l'aider et il va se rendre compte que finalement il n'est pas si seul que ça et j'ai beaucoup aimé. Il y a les premiers émois amoureux, il y a cette envie de liberté, cette envie d'apprendre sur soi, l'acceptation des autres malgré la différence, l'acceptation de soi. Pourquoi détruire les autres qui n'ont rien fait de mal simplement parce qu'ils sont différents? Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous dis, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vrai que c'est un très bon roman. Et je vous avoue, je voulais également le lire pour la simple et bonne raison, c'est que l'auteur a donc sorti un autre roman qui je ne sais plus comment il s'appelle, la truc des géants ou le conte des géants ou je ne sais plus trop quoi. Et j'avais vraiment envie de me faire une idée de la plume de l'auteur. Et comme j'avais déjà un roman de cet auteur, je me suis dit bon, t'as déjà un roman de cet auteur, tente le roman de cet auteur avant de plonger dans un autre roman puisque t'es pas sûr de ce que ça va donner et finalement je pense que je le prendrai d'ici quelques mois parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Je continue par le premier tome de la trilogie de Campus Driver, donc ici Supermad de CS Quill, pardon, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors cette trilogie, je les ai tous achetés au moment de leur sortie parce que j'en entendais que du bien, mais je n'avais jamais lu un seul roman de l'autrice. Donc, c'est pas très malin de ma part. J'aurais pu attendre qu'ils sortent en format poche, puisque maintenant ils sont tous sortis en format poche. Donc, si vous trouvez que c'est trop cher en format, vous pouvez tous vous les procurer en format poche. Et voilà, j'avais le problème d'être acheteuse compulsive, vous le savez, et quand j'en achetais un, j'aimais avoir la saga complète. C'est encore le cas aujourd'hui, mais je me contiens un petit peu plus. Bref, du coup, je me suis lancée dans ce premier tome. En ayant un peu peur d'être déçue, voilà, en ayant un peu peur d'être déçue, de ne pas aimer du tout cette saga, et finalement, j'ai adoré. J'ai littéralement adoré. Ce roman est un vrai petit bonbon estival, voilà, c'est vraiment le genre de roman qu'on peut lire quand on a une baisse de morale et qu'on veut quelque chose qui nous le remonte, quand on veut passer un bon moment à la plage, quand on veut passer un bon moment de rigolade, franchement, c'est fait pour vous, clairement. Alors ici, pour rappel, on suit les campus drivers qui sont des universitaires qui, pour se faire un petit peu de sous, servent de taxi aux jeunes femmes et notamment des taxis, on va dire, de super belles voitures. Voilà. Et on va suivre donc le premier qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle,
Lane, voilà, qui s'appelle Lane, qui est un des campus drivers, qui est quelqu'un d'assez solitaire. Je crois qu'il est en avant-dernière année de fac ou en dernière année de fac, je ne sais plus. Lui, il est très porté sur le cinéma et donc vraiment, ça lui rapporte un petit pécule de plus de pouvoir faire le campus driver. Et un jour, en rentrant chez lui, il va trouver dans les escaliers une jeune fille qui pleure toutes les larmes de son corps et pris de pitié, il va l'héberger pour la nuit et malheureusement cet hébergement de nuit va se transformer en hébergement de plusieurs mois et autant dire que la cohabitation ne se passe pas très bien entre les deux. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin du tout d'en savoir plus. Sachez que les punchlines entre Lois et Lane, oui Lois Lane, on est d'accord, d'ailleurs on vous fait bien remarquer dans le roman, sont à tomber par terre. Voilà, ils sont vraiment à tomber les punchlines. J'ai adoré, c'est bourré d'humour, c'est bourré de fraîcheur, les personnages sont hyper attachants, c'est des personnages qui sont bruts de décoiffage, qui ont du caractère. Loïs est toute jeune, elle a 18 ans, elle est encore un peu naïve, mais malgré tout, elle a du caractère, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Avec Lane, il s'envoie des pics à longueur de journée, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. C'était vraiment trop bien. En plus, la romance se met en place doucement. C'est ça que je préfère dans les romances, en fait. C'est quand la romance, elle ne démarre pas tout de suite. C'est pas genre, oh, je te trouve sexy, je te trouve trop belle, on saute dessus, on s'envoie en l'air. Et ensuite, la romance démarre après par la suite. Voilà, ça va trop vite pour moi. Là, c'est pas le cas. Là, on a une romance qui va aller en douceur si vous voulez, puisque au début clairement Loïs et Lane ne s'entendent absolument pas, hein. Ça va venir à force de se côtoyer, ils vont se rendre compte qu'ils s'apprécient, qu'ils s'aiment vraiment beaucoup, qu'ils ont beaucoup de points en commun, ils s'entendent très bien, mais les punchlines et la famille de Loïs, c'est trop belle aussi. Voilà. Bref, c'est un roman très bien. J'ai adoré cette lecture, j'ai passé un trop beau moment. Les personnages sont hyper fun, l'histoire c'est assez classique, mais elle est très bien faite, c'est hyper fluide, la romance est parfaitement crédible pour moi. Les punchlines sont mais à tomber et franchement, vous voulez passer un super bon moment à vous taper des barres de rire quand même, lisez Campus Driver. Continue par de la valeur sûre avec le 6e et avant-dernier tome de la saga de Dead 200. Donc ici un écho de cauchemar, non un écho de chagrin, je vais y arriver, publié donc aux éditions Bookmark et c'était trop bien. On sent quand même dans ce tome qu'on approche de la fin. Voilà. Je ne vais pas vous refaire un résumé de toute la saga, c'est pas la peine. Pour rappel, malgré tout, très rapidement, on est dans un univers d'urban fantasy. On suit Patrick Collins qui est un mage, un magistère qui est également un flic dans la catégorie des mages. Et en gros, il a une dette envers les dieux et il doit absolument régler cette dette pour les dieux. À côté, il doit mener des enquêtes et en même temps, il est en couple avec un loup-garou qui est un alpha. Voilà, je m'arrête là pour résumer. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus parce que là, on approche quand même de la fin. Donc là, clairement, j'attendais en fait cette fin-là pour cette partie-là, puisque, pour rappel, Patrick et Jono montent un peu leur propre meute à tous les deux, une meute un peu particulière, mais ils montent leur meute et ils sont en conflit direct avec la meute officielle de New York. Ça se passe absolument pas bien entre eux, surtout que la meute rivale est une meute vraiment faite de pourris jusqu'à la moelle. Et donc si vous voulez, dans ce tome-là, on a quand même la fin du conflit avec cette meute-là en particulier. Donc on a quand même déjà une fin. Alors on a une fin, on s'approche vraiment de la fin. Donc cette partie-là est clôturée à la fin de ce tome. Et c'était trop bien parce que je voulais trop avoir le fin mot de l'histoire concernant les loups-garous. J'ai adoré comment ça se terminait entre les rivaux et Jono. J'ai trouvé ça trop bien. Encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est intense, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de rebondissements. On a encore Wade qui pour moi est vraiment mon petit personnage chouchou, adoré, parce que c'est un jeune dragonnet de 19 ans qui se comporte un peu comme un grand adolescent et j'aime également la relation entre Jono et Patrick qui pour moi est très belle. J'aime l'action, j'aime les rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer. La mythologie est extrêmement bien foutue, on découvre encore de nouveaux dieux. C'était trop bien, j'ai encore adoré cette lecture, vraiment.
J'ai hâte et en même temps j'ai peur avec le dernier tome parce que j'ai pas envie de quitter les personnages et en même temps j'ai hâte de découvrir comment tout ça se termine. Voilà, j'appréhende la fin de cette saga parce que c'est une saga coup de cœur, c'est une saga d'amour. Donc voilà, j'appréhende beaucoup pour pas vous mentir. Et je termine du coup avec cette lecture. Il s'agit du premier tome du Lys de Feu, donc La Prophétesse de Jacqueline Benson. C'est publié aux éditions... J'ai un trou. Rivka, voilà, qui publie du young adulte. On a une couverture, enfin une jaquette de toute beauté. Et ce que j'aime beaucoup avec les éditions Rivka, c'est qu'ils font des hardbacks. Voilà, ils font des livres en relié. Et franchement, j'ai une grosse préférence pour les livres reliés, simplement parce que finalement, ce sont des livres souvent qui sont quand même beaucoup moins enclins à être abîmés quand on les transporte. Voilà, c'est vraiment ça hein, pour moi. Et puis c'est beaucoup plus beau en fait dans une bibliothèque, on va pas se mentir. La couverture est trop belle, là dans la bibliothèque ça fait super joli, hein, clairement. Le tome 2 est déjà sorti, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas l'intention de le lire tout de suite. Et comme j'essaie de retrouver une relation apaisée avec ma bibliothèque, je préfère le commander quand j'aurai vraiment envie de le lire. Pour l'instant c'est pas le cas, c'est pas ma priorité. Donc je me retiens un peu. Sachez malgré tout que cette lecture a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été la méga bonne lecture où j'ai eu un énormissime coup de cœur, pas du tout, parce que je lui ai trouvé des défauts. Mais j'ai passé un très bon moment. Donc ici on est à la fin des années 1918 je crois. Enfin on est proche de la Première Guerre mondiale. Il me semble, oui c'est ça. Il me semble qu'on est proche de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est en 1914 ou 1915, plutôt qu'en 1918. Je crois que c'est ça, entre 1913 et 1914 il me semble. Bref, on est dans cette période et on y suit une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus, Lys ou Lilith ou je ne sais plus. Les noms et moi... Lilith, voilà, Lilith Albright, qui est une jeune femme un peu particulière puisqu'elle a le don de voir l'avenir. Voilà, elle est capable de voir l'avenir, soit c'est des flashs, soit c'est des visions qui arrivent pendant qu'elle rêve, enfin c'est un peu sporadique, elle ne sait pas trop comment contrôler ce don. Et dernièrement, elle a eu un don elle a eu une vision, pardon, qui voit sa voisine de palier qu'elle apprécie beaucoup se faire tuer et elle veut désespérément essayer de la sauver, même si jusqu'à présent, toutes les prémonitions qu'elle a eues, elle n'a jamais réussi à les changer. Et elle va être aidée par tout un tas de personnes, et notamment par un conte qui, lui, a un autre don un petit peu particulier, qui est capable, en touchant les gens, de tout connaître d'eux. Mais alors, tout, de leur naissance jusqu'à leur mort, et voilà, jusqu'au présent. Vous voyez, si vous voulez, si moi il me touchait, il pourrait tout savoir de moi, de ma naissance jusqu'à maintenant. C'est un peu un don, voilà. Mais alors quand je dis les gens, absolument tout. Il est capable de tout savoir, de tout ce qui touche. Alors autant vous dire que lui non plus, il n'a pas un don très joyeux, hein, clairement. Bref, donc ils vont essayer tous les deux de sauver la voisine de palier de Lilith. Alors, j'ai bien aimé cette lecture parce que j'ai bien aimé comment c'était écrit, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les personnages secondaires qui apparaissent, j'ai bien aimé l'univers que l'autrice met en place, j'ai bien aimé l'histoire de la famille de Lilith qui a une histoire familiale assez compliquée, qui malheureusement dans la société dans laquelle elle a grandi, elle n'est pas acceptée pour certaines raisons que vous découvrez très rapidement dans le roman, mais je ne vous en dis pas plus pour pas tout vous spoiler non plus, hein, on est d'accord. Et j'ai bien aimé tout ça. Malheureusement pour moi, il y a beaucoup de longueur. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. C'est un peu dommage. Il y a des passages qui pour moi n'apportent rien à l'histoire et qui finalement sont beaucoup d'introspection de la narratrice, qui est donc Lilith, et que je trouve assez dommage. Et j'ai trouvé également très dommage de découvrir le comment du pourquoi et du qui avant la moitié du roman. Voilà, je n'en étais même pas arrivée à la moitié du roman. C'est peut-être voulu par l'autrice, je ne sais pas, mais même avant que Lilith le sache, moi d'ailleurs, enfin, Lilith elle le découvrait pas, enfin il y avait des choses qui étaient tellement évidentes, je trouve ça très dommage. Et moi très vite j'ai découvert qui était le coupable, le pourquoi, le comment, le où presque. Voilà, j'ai presque tout découvert et j'ai trouvé ça très dommage du coup parce que ça
bah, ça gâche un petit peu en fait l'intrigue de tout découvrir avant. Voilà, ça gâche un petit peu. Du coup, j'ai bien aimé cette lecture. Vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé les personnages. J'ai trouvé que l'intrigue était plutôt sympathique malgré tout. J'ai trouvé que l'univers que l'autrice met en place est plutôt cool. En plus, ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, on sent que le deuxième tome pourrait se passer vraiment à l'aune de cette guerre ou au départ de cette guerre, puisque clairement, on nous sous-entend que les années à venir, à la fin du tome, sont très sombres. Donc, voilà, j'ai bien aimé, mais il y a trop de longueur pour moi et malheureusement l'intrigue je l'ai découvert très tôt, ce qui fait que ça m'a un petit peu gâché la lecture, c'est un peu dommage. Malgré tout, je lirai le deuxième tome parce que j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé la plume et j'ai bien aimé les personnages. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan qui n'est pas un bilan énorme, qui n'est pas un bilan trop conséquent, mais qui pour moi est un bon bilan, puisque la plupart ont été de très bonnes lectures, de bonnes surprises. J'ai pas eu de déception pour le mois de juin, ça a été en général que de bonnes surprises, voilà, que de bonnes lectures. Donc je suis plutôt contente de mon mois de juin. Le mois de juillet est un peu plus mitigé, mais on n'en est pas là. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, puisque je ne suis pratiquement que sur Instagram. N'hésitez pas également à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout,